La Bibliothèque nationale de France. Les contes scintillants. Histoire de bijoux. La princesse dragon. Ceux qui s'aventurent sur les rives du lac chinois Dongting reviennent la tête pleine de légendes et de mystères. En tendant bien l'oreille, on peut entendre parler tout bas d'une grotte souterraine, des êtres qui y habitent ou des monstres. L'un de ces promeneurs fit un jour une rencontre, pour le moins inattendue. Voici l'histoire de la princesse dragon, un conte traditionnel chinois. Dans le lac de Dongting, il y a une colline. Et dans cette colline, il y a un tunnel. Et ce tunnel est si profond qu'on n'en voit pas le bout. Un jour, alors qu'un pêcheur passait par là, il glissa et chuta dans le tunnel. Il arriva sur des plaines aux chemins sinueux qui menaient par-dessus les collines et les vallées sur des kilomètres et des kilomètres. Il atteignit finalement un château qui trônait au milieu d'une immense plaine. À cet endroit, une substance verte l'engluait jusqu'aux genoux. Il se rendit au portail du château. Ce dernier était gardé par un dragon, et de sa gueule jaillissait de l'eau qui se répandait en une fine brume. Un petit dragon dépourvu de cornes était installé derrière la barrière. Levant la tête et montrant les griffes, il ne le laissa pas entrer. Le pêcheur passa plusieurs jours dans le tunnel, apaisant sa faim avec la substance verte qu'il trouvait à son goût. Elle ressemblait à de la bouillie de riz. Il parvint finalement à trouver une sortie. Il raconta au mandarin du quartier ce qui lui était arrivé, et celui-ci en informa l'empereur. L'empereur fit appel à un sage et l'interrogea à ce propos. Le sage dit : « Il y a 4 chemins dans cette caverne. Le premier chemin mène à la côte sud-ouest de la mer de Dongting. Le deuxième conduit à l'une des vallées du pays des 4 rivières. Le troisième chemin amène à une île de la mer orientale. Et le quatrième débouche sur une grotte enclavée dans la montagne de Luofu. Dans cette grotte demeure la 7e fille du roi dragon de la mer orientale. Elle y garde les perles et les trésors de son père. Une fois, dans les temps anciens, un jeune pêcheur parvint à plonger dans l'eau et à rapporter une perle qui était nichée en dessous du menton d'un dragon noir. Le dragon était endormi, ce qui explique comment le jeune pêcheur parvint à ramener la perle à la surface sans heurts. Le trésor que la fille du roi dragon surveille est constitué de millions et de millions de joyaux de la sorte. Et plusieurs milliers de petits dragons gardent un œil dessus, à sa demande. Les dragons sont connus pour craindre la résine, mais ils sont particulièrement séduits par la pierre de jade et par le bois vermeilleux. De même qu'ils raffolent des hirondelles. Si d'aventure nous envoyions un messager avec une lettre, il serait possible d'en retirer de précieuses perles. L'empereur était grandement satisfait et promit une récompense conséquente à celui qui serait capable de se rendre au château du dragon en tant que messager. Le premier homme qui vint se présenter était connu sous le nom de Sopilo. Mais le sage dit : « Votre arrière-grand-père a bâti plus d'une centaine de dragons de la mer orientale avant d'être lui-même tué. Les dragons sont les ennemis de votre famille. Vous ne pouvez pas vous y rendre. » Puis, un homme venant de Canton se présenta, Lo Tsi-Chun. Il était accompagné de ses 2 frères et prétendait que ses ancêtres étaient de la famille du roi dragon. Ainsi,
Sa famille était appréciée des dragons, qui les connaissaient bien. Ils supplièrent l'empereur de leur confier le message à transmettre. Le sage demanda « Possédez-vous toujours la pierre qui oblige les dragons à vous obéir ?» « Oui, dirent-ils, nous l'avons apportée. » Le sage leur demanda de montrer la pierre. Puis, il s'exprima ainsi. « Cette pierre est reconnue uniquement par les dragons qui fabriquent les nuages et font tomber la pluie. Elle ne fonctionnera pas sur les dragons qui gardent les perles du roi de la mer. » Il les interrogea encore. « Et avez-vous de la vapeur de cervelle de dragon ?» Quand ils reconnurent qu'ils n'en possédaient pas, le sage demanda « Mais comment pensez-vous donc convaincre les dragons de vous céder leur trésor ?» L'empereur dit alors « Que peut-on faire ?» Le sage répondit « Sur l'océan occidental naviguent des commerçants étrangers. Ils vendent de la vapeur de cervelle de dragon. Quelqu'un doit aller les voir et en récupérer auprès d'eux. Je connais également un homme saint qui est maître dans l'art d'apprivoiser les dragons et qui a préparé 10 livres de pierre du dragon. Quelqu'un devrait être envoyé auprès de lui également. » L'empereur envoya ses messagers. Ils rencontrèrent l'un des disciples de l'homme saint et obtinrent de lui 2 fragments de pierre du dragon. Le sage dit « C'est ce qu'il nous faut. » Plusieurs mois passèrent et un concentré de vapeur de cervelle de dragon put enfin être mis de côté. L'empereur en fut parfaitement ravi et confia à ses joailliers la tâche de sculpter 2 petites boîtes dans la pierre de jade la plus pure qui soit. Elles furent polies avec les cendres de l'arbre Wutong. L'empereur fit également préparer un substrat à partir du meilleur bois vermeilleux que l'on lia avec de la poudre d'écailles de poisson et que l'on fit durcir dans les flammes. De cette pâte, 2 vases furent créés. Puis on frotta le corps et les vêtements des messagers avec de la résine et on leur donna 500 hirondelles rôties à emmener sur la route. Et ils se rendirent dans la grotte. Une fois le château du dragon atteint, le petit dragon qui gardait la porte se recroquevilla en sentant la résine d'arbre et ne leur fit aucun mal. Ils lui donnèrent une centaine d'hirondelles rôties en guise d'offrande pour qu'il accepte d'annoncer leur venue à la fille du roi dragon. Ils lui furent présentés et lui offrirent les coffres et les vases de jade, ainsi que 400 hirondelles rôties. La fille du dragon les accepta poliment et ils déroulèrent la missive de l'empereur. Au château demeurait un dragon qui était vieux de plus de 1000 ans. Il était capable de prendre une apparence humaine et pouvait parler le langage des hommes. Grâce à lui, la fille du dragon apprit que c'était l'empereur qui lui offrait ses présents. Elle leur donna en échange 3 grosses perles, 7 perles de plus petite taille et tout un boisseau de perles ordinaires. Les messagers prirent congé, s'envolèrent à dos de dragon avec leurs perles et en un rien de temps rejoignirent les berges de la Yangtze-Kiang. Ils se mirent en route vers Nankin, la capitale impériale, où ils remirent leur trésor de pierres précieuses à l'empereur. Ce dernier en fut parfaitement ravi et montra son butin au sage. Celui-ci expliqua « Parmi les 3 grosses perles, nous avons une perle de souhait divine de 3e catégorie et 2 perles de dragon noir de moindre qualité. Parmi les 7 perles de petite taille, 2 sont des perles de serpent et 5 sont des perles de moule. Elles n'ont pas la même valeur que les grosses perles et pourtant, on en trouvera peu de semblables sur terre. » L'empereur s'empressa de les montrer à ses serviteurs. Ces derniers pensèrent, cependant, que tout cela n'était qu'un tissu de mensonges et ne crurent pas un mot qui sortit de la bouche du sage. Alors le sage dit « Le rayonnement des perles de souhait de première catégorie a la faculté d'être visible à une 60aine de kilomètres. Pour celles de 2e catégorie,
c'est une trentaine de kilomètres. Enfin, celles de troisième catégorie sont visibles depuis une quinzaine de kilomètres. Aussi loin que porte leur rayonnement, ni vent, ni pluie, ni tonnerre, ni éclair, eau, feu ou quelque arme que ce soit ne peut vous atteindre. Les perles de dragon noir étincellent de 9 couleurs et brillent dans la nuit. À l'intérieur du cercle de lumière qu'elles produisent, le poison des serpents et des vers est rendu inoffensif. Les perles de serpent étincellent de 7 couleurs et celles de moule de 5 couleurs. Toutes deux scintillent dans le noir. Celles qui ont le moins de taches sont les plus efficaces. Elles poussent à l'intérieur de la moule et gonflent et dégonflent au même rythme que la lune croît et décroît. Quelqu'un demanda comment il était possible de différencier les perles de serpent et les perles de grue. Le sage répondit : « Les animaux, eux, sont capables de les reconnaître. » Alors, l'empereur sélectionna une perle de serpent et une perle de grue, les mélangea avec un tas de perles ordinaires et déversa l'ensemble dans l'arrière-cour. Puis on alla chercher un imposant serpent jaune et une grue noire que l'on installa au milieu du trésor. Tout à coup, la grue attrapa une perle de grue dans son bec et se mit à danser, chanter et virevolter. Le serpent, quant à lui, se saisit de la perle de serpent et s'enroula de tout son long autour. Quand les spectateurs virent ce qui se déroulait sous leurs yeux, ils reconnurent que le sage avait raison. Quant au rayonnement des grosses perles et des petites, le sage disait également vrai. Au château du dragon, les messagers s'étaient délectés de mets délicieux, au goût de fleurs, d'herbes, d'onguents et de sucre. Ils avaient rapporté à la capitale les restes de ce repas. Or, au contact de l'air, ils étaient devenus aussi durs que la pierre. L'empereur demanda que ces éclats soient conservés dans le coffre à trésors. Il décerna enfin aux 3 frères des titres de haut rang et offrit à chacun une centaine de rouleaux de soie délicate. Il chercha aussi à savoir pourquoi le pêcheur, quand il trouva la grotte sur son chemin, ne fut pas abattu par les dragons. En réalité, ses habits de pêche avaient été trempés dans l'huile et la résine d'arbre. Et les dragons ont horreur de cette odeur. La princesse dragon. Un conte traditionnel chinois lu par Julia Bouteville. La traduction a été réalisée par Camille Lefebvre depuis The Chinese Fairy Book, un ouvrage de 1921 rassemblant plusieurs légendes traduites du chinois vers l'anglais par Frédéric Herman Martens. Les Contes Scintillants, Histoire de bijoux, une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec l'École des arts joailliers, soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.